Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 7 novembre 2022. Le show commence directement avec les Usos, enfin la Bloodline, parce qu'il y avait aussi Solo Sikoa dans le ring, qui vont se faire interrompre très rapidement par le New Day, comme la semaine dernière, enfin comme à SmackDown. Le New Day, ils veulent pas que les Usos dépassent leur règne de champion par équipe, donc le New Day débarque. Au départ, c'est un petit peu amical entre le New Day et les Usos. Il n'y a pas réellement de grosses tensions entre les deux, parce qu'on a même les Usos qui vont féliciter le New Day d'être la deuxième meilleure équipe à la WWE. Sauf que le New Day vont rappeler que pour l'instant ils ont encore le meilleur règne, le règne le plus long. Donc pour l'instant c'est les Usos qui sont l'équipe numéro 2 à la WWE. Ensuite on va avoir le New Day qui vont critiquer les Usos par rapport à leur héritage familial. Ils vont dire que les Usos ils ont eu des tryouts grâce à leur famille, qu'ils ont dû se construire autour de leur famille. Donc tout leur était donné, contrairement à eux qui ont dû se construire par eux-mêmes. Sauf que là, Jimmy Uso il va dire que le New Day ils connaissent rien de la pression qui est de devoir faire mieux que sa famille, de devoir se créer un nom par soi-même malgré que tu es dans une grosse famille de catcheurs. Sauf que là, Xavier Woods va s'énerver, il va dire à Jimmy Uso que de pas leur parler de pression, parce que la pression c'est d'avoir peur de se faire virer chaque semaine. La pression c'est de se créer une chaîne YouTube à côté au cas où t'as plus rien. La pression c'est tout ça, donc faut pas parler de pression avec le New Day. Et à ce moment-là, on aura Jey Uso ou Jimmy, je sais plus, qui va dire à Kofi Kingston qu'il n'y aurait jamais eu de Kofi Mania si les Usos leur avaient pas donné leur match dans le Gauntlet match. Parce qu'on se rappelle bien qu'il y avait un Gauntlet match. Il fallait que Biggie et Xavier Woods remportent le Gauntlet match pour que Kofi affronte Daniel Bryan à WrestleMania 35. Et à ce moment-là, ils affrontaient, je crois que c'était en dernier ou en avant-dernier, je sais plus. Ils affrontaient les Usos, sauf que les Usos, ils ont donné leur match à l'époque. Donc voilà. J'ai bien aimé ce segment, c'était intense, c'était juste parfait entre le New Day et les Usos. Ça me fait dire que malgré qu'on en a un petit peu marre de cette rivalité, bah y a pas eu mieux pour l'instant à la WWE entre les équipes ces dernières années. Donc c'est incroyable. Jusqu'au moment où Matt Riddle fait son entrée. J'aime bien Matt Riddle, je l'aime beaucoup, c'est un des catcheurs que je préfère le plus actuellement à la WWE, mais là il vient tout gâcher, il arrive avec sa trottinette et son bongo. Il arrive près du New Day, il dit est-ce que vous voulez taper sur mon bongo, donc il tape. Jimmy Uso aussi va taper sur le bongo, il va même se lâcher. Enfin bref, et tout ça, ça va nous mener à un match juste après entre le New Day et Matt Riddle face à la Bloodline. C'était un bon match, je trouve que le match était bien. À un moment donné, Riddle il affronte les Usos tout seul et en vrai c'était super bien. C'est juste que Riddle, j'en ai un petit peu marre. Un jour il est dans le main event, enfin dans le haut de la carte, un jour il est dans la mid-card avec des trucs ridicules. C'est juste assez dommage par rapport à Riddle. Mais le match à part ça il était bien. Victoire de la Bloodline, c'est Sosikoa, donc la bonne personne je trouve qui fait le tomber. Peut-être pas sur la bonne personne, enfin pour la rivalité oui c'est sur la bonne personne parce qu'il faut pas faire le tomber sur le New Day. Mais, mais Matt Riddle il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. En fait j'ai juste hâte du retour de Randy Orton pour qu'on ait un truc au moins avec Matt Riddle parce que pour l'instant on n'a rien du tout et il est bloqué dans cette truc pourri en mid-card avec Elias qui est pas ouf. Donc c'est assez dommage. Mais victoire de la Bloodline. Ensuite on a JBL qui fait son entrée comme d'habitude, il va critiquer les fans, il va critiquer la reine, enfin bref, c'est JBL. On a Baron Corbin qui arrive aussi et on aura un match qui va se lancer directement entre Baron Corbin et Cedric Alexander. J'en parlais un petit peu plus tôt juste avant que Raw commence. Ça fait plaisir de voir Cedric Alexander, pour moi il faudrait vraiment faire quelque chose avec lui. Peut-être pas le rendre une grande star parce que c'est peut-être impossible, mais au moins un petit run en tant que champion de mid-card ou un truc dans le genre. Si on a bien eu Apollo Crews qui avait pas réellement de personnage à l'époque, qui a réussi à avoir plusieurs règnes de champion de mid-card, je vois pas pourquoi Cedric Alexander, qui est pour moi meilleur presque dans tous les aspects par rapport à Apollo Crews, je vois pas pourquoi il n'aurait pas un truc, donc c'est assez dommage, mais bon voilà. Donc bah encore une contre Cedric Alexander, j'ai pas trouvé le match ouf parce que Baron Corbin menait un petit peu durant tout le match. À la fin, Baron Corbin fait son end of day sur Cedric Alexander pour la victoire. Du coup, victoire de Baron Corbin. Et avec Omos, je crois Baron Corbin c'est un des trucs qui me hype le moins à Raw. Et quand je regarde Raw et que je vois Baron Corbin, je suis un peu dégoûté. Mais bon, ça change pas des années précédentes, même si à l'époque c'était bien bien mieux en 2017. Mais du coup voilà. Ensuite, on a Seth Rollins qui fait son entrée pour son Open Challenge parce que ça nous avait été annoncé un peu plus tôt dans la soirée que Seth Rollins allait lancer un Open Challenge pour le titre des États-Unis.
Donc il est dans le ring, l'Open Challenge se lance, on a Judgment Day qui font, j'allais dire leur début mais rien à voir, qui font leur entrée. Donc ils arrivent dans le ring, Finn Balor il va reprocher à Seth Rollins d'avoir coûté un petit peu son règne en 2016 à SummerSlam quand il l'a blessé. Donc il va faire la même chose ce soir, il va lui coûter son règne en devenant champion, en lui prenant son titre. À ce moment-là on a Ziosi qui débarque, du coup à ce moment-là Seth Rollins il se barre parce qu'il y a trop de tension entre Ziosi et Judgment Day. On va voir AJ Styles qui va dire à Judgment Day que à Crown Jewel il savait pas qui ramener pour attaquer Rhea Ripley, donc la personne en question a trouvé du coup Z aussi. Donc là on a quelqu'un qui attaque Rhea Ripley en dehors du ring et on se rend compte que c'est Mia Yim. Par contre petite frayeur sûrement pour les fans qui étaient dans l'arène parce que elle avait une capuche et on voyait des cheveux bleus qui dépassaient, donc il y a sûrement des gens qui ont dû s'imaginer que c'était Sasha Banks. Mais non, c'est Mia Yim. Je vais vous donner mon avis après par rapport à ça. Donc là directement grosse bagarre qui éclate, c'est bien sûr Z qui remporte cette bagarre. Je trouve que l'association Z Mia Yim elle fait aucun sens, mais surtout ça, pour moi c'est pas incroyable. Je savais que Mia Yim allait faire son retour. J'aurais préféré qu'elle fasse un retour par elle-même, même si ça va peut-être la projeter de faire son retour avec Z mais je trouve que ça colle pas Z et Mia Yim, c'est pas ouf. Mais je comprends l'idée de la WWE de faire revenir Mia Yim, mais dans ce genre de choses, je trouve pas ça ouf, mais au moins on aura quelqu'un pour occuper Rhea Ripley pendant que Rhea Ripley elle sert juste à aborder Dominic Mysterio depuis quelques semaines. Entre temps on aura un petit match rapide entre Otis et Elias, c'est le match qui m'intéressait le moins de la soirée et au final le match n'était pas très dingue. J'étais pas méga concentré pendant le match, j'ai juste vu le résultat final. Victoire de Otis, assez surprenant parce qu'en général Elias il remporte tous ses matchs, que ce soit Ezekiel ou Elias il remporte souvent ses matchs. Donc victoire de Otis avec un power slam. Pas grand chose à redire sur ce match là, juste qui m'intéressait pas tant que ça. Ensuite en backstage on retrouve Judgment Day qui dit que grâce à Z ils auront encore plus d'ennuis. Et à ce moment on a Rhea Ripley qui va dire que ils peuvent ramener Mia Yim ou une armée complète, ça changera rien pour elle. Et à un moment donné Rhea Ripley en backstage va croiser Bianca Belair. Elles vont rien se dire en particulier, mais on dirait que la WWE garde cet affrontement là de côté. C'est un petit peu l'affrontement protégé qu'on aura un jour ou l'autre entre Bianca Belair et Rhea Ripley. Et j'ai hâte de voir ça parce que c'est assez hypant. Donc voilà. Ensuite on retrouve Bianca Belair du coup, Asuka et Alexa Bliss dans le ring qui vont parler de ce qui s'est passé à Crown Jewel. Bianca Belair qui va dire qu'elle est fière d'avoir été la dernière femme debout, etc., etc. Donc elle va demander à Damage Control de faire leur entrée parce qu'elles veulent en tout cas avec Asuka et Alexa Bliss s'adresser à Damage Control. Donc on a Damage Control qui débarque, Dakota Kai et Io Sky qui disent qu'elles ont battu du coup Alexa Bliss et Asuka pour devenir championnes. Donc là Alexa Bliss elle va dire que la seule raison pourquoi elles sont devenues championnes c'est grâce à Nikki Cross. Ensuite on aura un petit face-à-face entre Io Sky et Asuka qui vont parler japonais. Je crois que c'était le meilleur moment de ce segment. Et encore une fois, j'ai l'impression que la WWE nous garde cet affrontement aussi sur le coude. Un jour ou l'autre, on aura bien un Io Sky face à Asuka et ça va être incroyable. Donc voilà. Ensuite, on aura Bianca Belair qui va dire qu'elles auront un affrontement entre elles, mais qui sera pas juste un match simple, que ça va être une guerre. Donc on dirait qu'elle lance un challenge pour War Games. Donc à ce moment-là, on a Nikki Cross qui attaque Bianca Belair dans le dos. Donc là, Damage Control attaque le clan de Belair. Ils prennent l'avantage. Et à la fin, on aura du coup Bayley qui va dire rendez-vous à War Games. Donc on a bien un match entre la team de Belair et la team de Damage Control à War Games. Pour l'instant, on a un 4 contre 3. Donc j'ai hâte de voir qui pourrait rejoindre les deux teams. Donc dans la team de Damage Control, on a bien évidemment Damage Control, donc Dakota Kai, Io Sky, Bayley. Et la personne qui s'est rajoutée du coup, c'est Nikki Cross. Assez incohérent, parce que Nikki Cross, quand elle fait son retour, elle attaque Bianca Belair, mais elle attaque aussi Bayley. Donc j'aimerais bien qu'on s'explique par rapport à ça. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça, mais bon, tant pis. Et du coup, dans la team de Belair, on a les trois de base, donc Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Personnellement, si je pouvais rêver par rapport à ce match-là, je ferais heel turn Candice LeRae, même si j'aime beaucoup Candice LeRae en face, je la ferais heel turn et je la ferais rejoindre la team de Damage Control, ou alors en retour de Tegan Nox, pourquoi pas. Et dans la team des face, j'aimerais bien un retour de Sasha Banks et Naomi. Mais bon, ça, c'est assez flou pour l'instant. Je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai hâte de voir qui pourrait rejoindre les deux teams. Par contre, par rapport au War Games masculin, on n'a aucune information pour l'instant, même si je pense que toute la Bloodline devrait être dans le War Games masculin. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus.
Ensuite, on a un match ensemble entre Austin Theory et Shelton Benjamin. Ça fait plaisir aussi de revoir Shelton Benjamin qui mérite d'être un petit peu à l'écran. Même s'il est en fin de carrière, Shelton Benjamin, c'est plus le Shelton Benjamin de l'époque, tout jeune, qui est incroyable, même s'il est toujours incroyable, je trouve. Mais c'est vrai que je comprends un petit peu la WWE qui sont rien sous le coude pour Shelton Benjamin parce que il a fait son temps et du coup voilà. Mais ça fait plaisir quand même de le voir dans un match en simple face à Austin Theory à Raw. Le match n'était pas non plus très très long, mais victoire d'Austin Theory qui remporte le match avec son Etiel pour le compte de 3, donc victoire d'Austin Theory. Ensuite, on aura un match entre le Miz et Johnny Gargano. Je vais pas vous mentir, je commence à me lasser un petit peu de cette histoire entre le Miz et Dexter Lumis. Déjà depuis 2-3 semaines, j'ai l'impression que ça commence à être beaucoup trop et qu'on arrive à rien du tout avec cette histoire et c'est juste assez dommage. Et là, depuis qu'ils ont rajouté Johnny Gargano dans l'histoire, certes ça peut être un petit peu divertissant, mais je trouve ça pas ouf et je trouve qu'on perd juste du temps pour rien à Raw. J'ai l'impression que les 2 dernières semaines où on a eu que Johnny Gargano et le Miz pendant 2-3 heures, j'ai l'impression qu'on avait gâché 2 épisodes de Raw pour rien. Enfin bref. Donc on aura le Miz qui va avouer que tout ce qu'avait dit Johnny Gargano était vrai, c'était la vérité. Le match va se lancer. Le match était sans plus bien. En fait j'ai bien aimé le match parce qu'il y avait Johnny Gargano dedans. Et le Miz en vrai il a fait le taf pendant le match. Mais il va remporter le match en trichant. Il va prendre une sorte de truc en acier pour attaquer Johnny Gargano pendant que l'arbitre regarde pas. Donc victoire du Miz. Et au moment où le Miz est sur la rampe d'entrée pour célébrer, il se fait attaquer par Dexter Lumis. Donc ça continue entre Dexter Lumis et le Miz. Mais en attendant, Johnny Gargano, il perd tous ses matchs depuis sa défaite face à Baron Corbin, il me semble. Donc c'est assez dommage et je sais pas trop quoi en penser. J'ai juste envie qu'on avance dans les trucs et qu'on change un petit peu de storyline et de feud parce que pour l'instant ça m'intéresse pas tant que ça. C'est juste assez dommage. Ensuite, on aura un match de championnat pour le titre 24/7 entre Nikki Cross et Dana Brooke. C'est une des premières fois que je parle du titre 24/7 dans une de mes reviews, mais là vous allez voir parce que c'est assez important. On aura Nikki Cross qui va remporter le match. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé le match, ça m'intéressait pas. Mais du coup, Nikki Cross qui devient championne 24/7. Donc voilà. Ensuite, on aura du coup Damage Control et Nikki Cross qui vont arriver en backstage. Et sauf que à un moment donné, Nikki Cross elle va être attirée par un truc, elle va pas faire attention, elle va déposer la ceinture dans la poubelle. Donc voilà, le moment le plus intéressant de l'histoire du titre 24/7. Le titre est à la poubelle et j'espère qu'on le verra plus jamais parce que tant mieux, parce que le titre est pourri et il faut plus le revoir. Depuis Triple H, j'en avais plus vu le titre. Le titre, là, c'est une des premières fois qu'on le revoit. Il est à la poubelle, on n'a plus rien à faire avec ça, c'est tant mieux. Et il faut que ça continue parce que j'ai plus envie de le voir ce titre. Ensuite, pour terminer Raw, on a Seth Rollins qui arrive dans le ring pour son Open Challenge. Il lance son Open Challenge. Sur l'écran géant, on voit Mustafa Ali qui dit qu'il n'a pas besoin d'attendre plus longtemps parce que c'est lui qui va accepter l'Open Challenge. Sauf qu'à ce moment-là, on a Bobby Lashley qui attaque directement Mustafa Ali. On a Bobby Lashley qui dit à Seth Rollins que c'est lui qui va accepter l'Open Challenge qui va bientôt arriver. Parce que c'est à cause de Seth Rollins que le titre des États-Unis, que c'est Seth Rollins qui a coûté le titre des États-Unis à Bobby Lashley parce qu'il est devenu champion. Enfin bref, à ce moment-là, on a Mustafa Ali qui saute sur Bobby Lashley, sauf que Bobby Lashley il s'en fout, il continue dans l'élan, il balance Mustafa Ali. C'était assez ridicule mais divertissant, mais bon, Mustafa Ali quand même la grosse victime. Là on a Bobby Lashley qui débarque, au final il accepte pas vraiment l'Open Challenge, il va juste rouer de coups Seth Rollins, il va l'envoyer dans la barricade, il va l'envoyer dans le poteau, il va le faire passer à travers la table, puis il va se barrer, et à ce moment-là, alors personne s'y attendait, Austin Theory débarque pour faire son cash-in. Du coup il cash-in directement face à Seth Rollins. Il prend, il tente tous les trucs, mais Seth Rollins il contre tout. Pedigree ça fonctionne pas, le tombé ça fonctionne pas, il essaye son ATL, ça fonctionne pas. À ce moment-là, on a Bobby Lashley qui va tirer l'arbitre en dehors du ring. Il va prendre aussi Austin Theory, il va le rouer de coups, etc. etc. Mais du coup l'arbitre il va revenir dans le ring, il va compter jusqu'à 9. À 9, Austin Theory va réussir à rentrer dans le ring. Mais à ce moment-là, Seth Rollins, il fait son curb stomp. Victoire de Seth Rollins. Donc, Austin Theory qui fail totalement son cash-in. C'est vraiment ridicule. Déjà, le concept de cash-in Samalette qui est censé être prévu pour les titres mondiaux, de la cash-in sur un titre mineur. Déjà, rien que le fait de cash-in sur un titre NXT, je trouve ça pas ouf. Mais de cash-in là sur le titre des États-Unis, c'est vraiment nul à chier, c'est pas cohérent.
Parce que Austin Theory, il aurait pu attendre jusqu'à WrestleMania. Dans la logique, il aurait pu attendre jusqu'à WrestleMania et cash in dans le main event de WrestleMania, donc pas besoin de gagner de Royal Rumble. Mais il préfère cash in à Raw face à Seth Rollins. Pour le titre des États-Unis qu'il a déjà remporté, vraiment pas ouf. Hein, on dirait qu'on a perdu des mois de construction de Austin Theory en tant que Mr. Money in the Bank pour rien. Il nous a raconté sa vie des milliers de fois par rapport au fait qu'il allait cash in dans le main event de SummerSlam, qu'il allait se venger de Drew McIntyre, qu'il allait se venger de Brock Lesnar, de Roman Reigns, de tout ça. Finalement, il arrive à NXT, il menace Braun Breaker de cash-in, ou alors il jette Dragunov, je sais plus c'était qui. Et maintenant, il cash-in sur Seth Rollins pour perdre son cash-in. Donc voilà, Austin Theory, la grosse victime d'Euro. Je sais pas réellement ce que Triple H. Enfin, je vais pas blâmer Triple H parce qu'on a une équipe créative et c'est pas juste Triple H qui gère tout ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec Austin Theory depuis que Vince McMahon a quitté la WWE. Mais c'est un petit peu de la faute de Vince McMahon aussi, parce qu'il faut pas oublier que Triple H doit rattraper des grosses erreurs de Vince McMahon, des grosses incohérences, parce que on va pas se mentir, Vince McMahon il fait remporter la mallette à Austin Theory alors que son champion de base c'est Roman Reigns qui est double champion. Donc je sais pas comment elle expliquer le cash-in de Austin Theory, parce que voilà, hein, t'as Roman Reigns, tu penses que Austin Theory va cash-in sur Roman Reigns pour devenir champion. Si c'était les réels plans de Vince McMahon, je comprends. Mais je suis sûr que ça n'est pas passé une seconde à la tête de Vince McMahon. Vince McMahon, il a juste fait remporter la mallette à Theory. Il savait pas ce qui allait se passer dans un an. Et voilà, donc c'est juste assez dommage et assez triste pour cette mallette Money in the Bank qui, on dirait, va s'effondre d'année en année. Ça fait déjà quelques années que les cash-ins, c'est pas ouf. Le dernier, c'était Biggie, c'était pas mal. Ça va, c'était bien pour un règne pas ouf. Avant ça, c'était Otis qui était Mr. Money in the Bank déjà pourri. Mais après, le Miz, il a cash-in. Ok, pour un règne de une semaine. Avant ça, on a Brock Lesnar qui cash-in pour un règne de pas longtemps. Avant ça, on a Braun Strowman qui fail. Et avant ça, on a Baron Corbin qui fail. Donc, depuis Dean Ambrose, j'ai l'impression que la mallette Money in the Bank ne sert plus à rien. Et c'est vraiment juste dommage. Et je suis juste un peu deg par rapport à ça. Parce que pour moi, c'était un gros prestige de devenir Mr. Money in the Bank. Parce que quand tu étais Mr. Money in the Bank, tu cash-in direct pour un gros titre. Et en général, tu devenais quasi champion directement. Mais là, tout a changé. C'est juste assez dommage. Enfin bref, c'est comme ça que se termine ce Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça et par rapport au Raw dans la globalité. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de pas comprendre les décisions de la WWE depuis quelques semaines et c'est juste assez dommage. J'ai hâte qu'on en finisse avec toutes ces rivalités qui mènent à rien. J'ai hâte qu'on ait un renouveau à la WWE, qu'on ait une draft pour changer un petit peu toutes les rivalités, qu'on ait de nouveaux décors, de nouveaux films songs d'arène, parce que je vais pas vous parler encore une fois des nouveaux films songs de Superstar qui sont totalement pourris. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aimerais que la WWE refasse en premier quand ils auront l'occasion, c'est de redonner tous les anciens films songs à tous les catcheurs qui ont perdu leur film song, parce que pour moi, je vais pas vous mentir que les anciennes musiques d'entrée étaient bien mieux que celles actuellement, quasi toutes, hein. Il y en a qui sont un petit peu mieux, mais quasi toutes étaient meilleures avant. Donc voilà. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant que le catch est l'espoir. Bisous bisous.